Salut à tous, bienvenue, bonsoir, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est mercredi, il est 20h10, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour une émission, la 30e de la saison. Déjà, ça passe très très vite, qu'on va passer tous les 5. Alors je vais commencer par l'homme le plus mobile d'entre nous, puisqu'il voyage pas loin de 300 km/h en ce moment. C'est un visage que vous ne connaissez pas, mais lui nous connaît et il vous connaît aussi. C'est Serge Lotz. Bonjour Serge, bonsoir. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Alors, tu es dans un TGV. Absolument, je rentre à la maison, je viens de quitter Paris il y a 1 heure et je serai chez moi dans une petite demi-heure. Voilà, on est à peu près 280 km/h. Bon, explique-nous où tu es, où tu vas et qui tu es quand même peut-être. Alors, moi je suis travailleur social, je bosse dans les services de protection de l'enfance et je suis un amateur aguerri des produits Apple. Alors pas tous, hein. Il y en a 2-3 que j'évite d'avoir à la maison quand même, mais voilà, j'aime bien le HomePod par exemple. Ah, d'accord. Voilà, le Mac Pro, voilà, qui est vraiment trop vieux. Et puis c'est tout, pour l'instant, le reste je dois l'avoir. Bon, alors, je vais tout expliquer et je vais en profiter en l'expliquant pour remettre dans cette petite case celle qui est censée être quand même à cette place-là, c'est-à-dire Audrey, que je vais saluer dans un instant. Donc je vous explique ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, sort Avengers Endgame au cinéma et plusieurs d'entre nous ont choisi de faire défection, et oui, pour aller voir Avengers au cinéma. Je suis d'accord. Alors, si c'était Gladiator, on vous enverrait dans l'écran, les amis. On vous enverrait dans la cage au lion. Mais bon, on va vous pardonner. Et du coup, comme il y avait une place à prendre, eh bien, on l'a proposé à ceux qui pouvaient, ceux qui avaient envie. Et donc, on va passer donc la première demi-heure avec Serge, si tout va bien, si la liaison dans le TGV veut bien tenir. Et puis dans la deuxième demi-heure, à partir de 20h30, grosso modo, on joindra un autre aficionado d'iWeek, c'est Frédéric Cavaillé qui nous attend du côté de Nîmes. Et on est en contact avec lui depuis longtemps aussi. Ça nous fait très plaisir, les amis, de vous accueillir dans cette grande famille d'iWeek. Serge, j'espère que tu vas nous entendre. Tout va bien pour l'instant ? Pour l'instant, c'est parfait. Merci à vous de m'accueillir. Eh ben, c'est un grand plaisir. Alors, je te représente quand même les copines et les copains. Audrey, voilà, je t'ai un peu volé la vedette au début, mais je suis très heureux que tu sois là. Salut. Salut à tous. Merci Benjamin. Non, c'est un plaisir de vous retrouver le mercredi. Et ben voilà. Et puis en plus, tu vois, aujourd'hui, on accueille un nouveau visage. C'est toujours très sympa. Dans iWeek, c'est bien l'esprit de famille, je trouve. Gilles. Ah, Gilles. Un ancien. Benjamin. Un ancien, oui. Ça fait quelques années maintenant. C'est vrai, hein. Ouais, oui. Bon, c'est sympa d'avoir un petit nouveau comme ça dans la bande ce soir. Oui, un new kid in block. Exactement, un new kid on the block, c'est ça. Ça fait marrer même François. Salut. Oui. Bonsoir Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Et puis oui, moi ça me rappelle des souvenirs. Il y a 3 ans, j'ai démarré un peu comme Serge. Ouais. Tu avais envoyé une bouteille à la mer et je l'avais récupérée sur les plages du Morbihan et j'avais fait ma première il y a déjà 3 ans. Et ben voilà, ce sera peut-être le début d'une grande série ce soir avec toi Serge. Alors c'est forcément un peu rock'n'roll, mais je trouve que ça tient quand même pas mal pour l'instant, la liaison, hein, vu que tu es quand même dans un TGV qui file à 300 km/h. Alors on va pas se laisser déconcentrer. Il n'est pas chez Free. Hein. Qu'est-ce que tu dis François ? Il doit pas avoir la 4G de Free, je pense, sinon ça aurait coupé déjà. C'est pas gentil. Si on peut le dire, mais je suis chez Orange. Voilà.
Bon, et je crois... Ellie n'est pas là, donc on peut le dire. Voilà, et puis Ellie n'est pas là, donc on aura moins de problèmes que d'habitude, parce qu'en général, quand Ellie est là, on a toujours des problèmes. J'adore Ellie, mais ça s'est quand même vérifié souvent. Moi, je pensais que c'était sa Freebox Delta qui ne fonctionnait pas. Et je crois que Serge est quand même très bien équipé, donc entre le Wi-Fi du TGV et les au moins 2 opérateurs que tu as sous le coude, je crois, je pense qu'on va s'en sortir. Alors, pour cette émission, vous le savez, on ne va pas changer les bonnes habitudes. On va continuer à passer en revue l'actu Apple de la semaine. Et cette actu, ce soir, elle est relativement riche. On va commencer par une rumeur qui nous intéresse quand même, parce que c'est un des produits qu'on a plébiscité ces derniers mois. Ce sont les AirPods. Et alors qu'ils viennent d'être mis à jour, l'un de ceux qui est quand même le mieux informé des coulisses chez Apple, à savoir l'analyste Ming-Chi Kuo, nous annonce qu'un nouveau modèle sortirait dès cette année, donc, alors qu'on vient à peine de voir arriver les AirPods 2, et qu'un autre modèle serait en préparation pour l'année prochaine. Je vois, Serge, que tu es déjà équipé. Ah bon, on va commencer par toi, tiens. On parle de 52 millions d'AirPods vendus en 2019 et 75 à 85 millions par Apple en 2020. Est-ce que c'est le nouveau filon là pour Apple ? Je ne pense pas qu'ils fassent de grosses marges sur les AirPods, mais en tout cas, c'est un phénomène extraordinaire. Moi, j'étais à New York l'année dernière au mois de mai. On en voyait partout, et vraiment partout, quoi. En France, ça devient de plus en plus le même phénomène. Et moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui n'en voulaient pas, qui juraient que par des casques circumorales, etc. Et puis qui sont venus et qui, en fin de compte, ne les quittent plus, quoi. C'est des trucs qu'on a toujours dans notre poche. Ma compagne en a une paire aussi. C'est super pratique. On a juste l'air un peu couillon avec le bâtonnet dans l'oreille. Mais oui, c'est ça. Voilà. Bon, mais en fin de compte, on s'y fait. Bon, ce que tu nous montres là, c'est quel modèle ? Ah bah c'est les derniers, hein, toujours. Ah ouais, toujours. Ah oui. Alors il faut avouer quand même que j'ai une petite chance. J'ai quelques amis qui bossent chez Apple et du coup j'ai une belle petite remise qui fait que je renouvelle toujours le matos assez régulièrement. Ah voilà. Ah, on va avoir des infos ce soir. Bon bah écoute, tant mieux pour toi, c'est bien, hein, parce que les bons plans ils sont quand même assez rares de nos jours, donc si tu peux en profiter, c'est vrai. C'est top. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette imminence de nouveaux modèles d'AirPods qu'Apple semble vouloir faire évoluer relativement vite ? Ça paraît plutôt raccord avec ce qu'on avait pu entendre quand les AirPods 2 sont sortis, avec l'histoire des boîtes qui étaient prêtes depuis 3, 4, 5, 6 mois. C'est sans doute une version qui aurait dû sortir au mois de septembre, avec les nouveaux iPhone 10S et 10R. Il y a eu des soucis, le AirPower ou pas, ça on ne saura sans doute jamais, ou peut-être dans quelques années. Ouais. Mais derrière, je pense qu'on aura des nouveaux modèles. On les avait déjà évoqués avant la sortie de la V2 au mois de mars. Maintenant, fin d'année, début d'année prochaine, en ce moment, avec le syndrome AirPower, AirPods, j'attends de voir. Mais les petites nouveautés devraient être plutôt sympas avec la réduction du bruit, etc. Ce qu'on peut déjà voir chez certains concurrents. Mais par contre, le prix risque de piquer sans doute un peu. Et c'est ce qui ressort des différentes rumeurs, c'est qu'il y aura un modèle haut de gamme, donc plus cher que le modèle actuel avec le boîtier induction, qui est quand même à 229 € si je dis pas de bêtises. Donc on risque de gentiment se rapprocher des 300 €, je pense. Audrey, Gilles, vous n'êtes pas équipés, vous, d'AirPods ? Non. Moi, j'en ai pas. Je voulais juste. Moi, je pense aussi qu'il y a, le phénomène de mode. En fait, on l'avait connu avec l'iPod et les fameux écouteurs blancs. Donc, j'ai l'impression qu'on revient un peu la même chose. Au niveau des ventes, je pense que ça va suivre aussi. Et puis là, les nouveaux qu'ils ont sortis, en fait, c'est surtout la recherche sans fil, par induction qui a fait la différence. Sinon, je crois que les écouteurs sont quasiment les mêmes. Donc, il y a juste 10 Siri en plus, mais bon. La puce a évolué, la puce qui permet une connexion un peu plus rapide au device. Et franchement, ça se joue à un poil. Hein. C'est cohérent avec la rampe de lancement habituelle des produits Apple quand ils y croient beaucoup à un produit, c'est un peu ce
ce qui se produit, c'est-à-dire qu'on a une diversification des modèles, un modèle 1, un modèle, disons, 1,5, et après on diversifie les chiffres que vous avez annoncés avec un doublement d'année en année. C'est aussi la courbe d'adoption qu'on a produit après produit quand on a quelque chose qui marche. Donc ça me paraît aussi cohérent. C'est un produit auquel Apple croit pas mal dans la mesure où il communique dessus. Et puis le fait que la concurrence s'y soit mise également montre que c'est une nouvelle classe de produits qui marche et auquel les clients, auxquels le public adhère. Ouais. Bon, c'est des vrais... Ouais. On parle de vrais écouteurs sans fil. C'est vrai que souvent on parlait des écouteurs sans fil, mais au final il y avait un fil de raccordement entre les deux oreillettes, alors que là les AirPods c'est vraiment deux oreillettes indépendantes. Et je rejoins ce que je disais Serge, pardon, c'est compliqué à dire ça. Les AirPods, il y a moi j'en ai depuis 2 ans et à la salle de sport personne n'en avait. Et là aujourd'hui c'est impressionnant de voir le nombre de AirPods. C'est clairement quelque chose qui est en train de rentrer dans le côté, voilà, si on veut être in, il faut qu'on ait ces AirPods histoire de faire hype à la salle, quoi. Bon, tu sais quoi ? Maintenant qu'on a fait un duplex dans le TGV, tu nous feras un duplex à la salle de sport. Je crois que là, tu as gagné ton ticket, là. C'est sympa, ça. Mon cher François. On veut te voir en short avec tes AirPods. Ce sera pas très sexy, et je l'ai dit la semaine dernière, je pense que je vais m'acheter les nouveaux écouteurs Beats, parce que les AirPods, je trouve qu'avec la transpiration, ça glisse. Ah, donc, d'accord. Bon. Je les ferai avec les Beats Pro, si vous voulez. Bon, tu nous feras un test tout transpirant, promis. Pas la douche, hein, on n'est pas... Oui, non, pas la douche, non, j'ai pas dit, non, pas, sauf la douche. Bon, je voudrais vous saluer, vous qui êtes généralement comme Serge sur Twitter. Aujourd'hui, Serge, il est avec nous. Donc, je vous propose qu'on instaure comme ça une petite rotation et vous serez peut-être le prochain à nous rejoindre en duplex. Ce serait très sympa en tout cas. Donc, je salue les fidèles qui sont là très souvent. Donc, Dachet Zella, il nous dit « Hello la team iWeek, iWeek TV ». Eric Alliot, lui aussi. Bonsoir à toute la team iWeek et bienvenue à Serge. Voilà, tu vois, c'est pour toi dans le TGV, Serge, cette petite pensée d'Eric Alliot. Marc Monticelli nous salue et a adoré la blague sur la 4G. Alors, je l'ai peut-être pas relevé parce que j'avais l'esprit pris par ce qui se passait du côté de la régie, mais elle était bonne, la blague sur la 4G ? C'était la 4G Free, c'était ma blague. Ah oui, bien sûr. Bon, donc c'est bon. Joël Perron est là lui aussi. Bonsoir tout le monde, nous dit-il. À propos de Marc, il vient aussi de tweeter un premier tweet en disant « Salut la troupe, je viens de zapper sur Watch avec ma Freebox Delta et boum, comme plusieurs fois par jour, le codec qui plante. Va falloir qu'il règle ça un jour chez Free. » Ça, c'est pas un point dont on avait parlé avec Ellie. On en reparlera, j'imagine, la semaine prochaine. Mehdi, iMehdi officiel, iWeek, le meilleur moment télévisuel de la semaine. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse dire à propos de cette émission. Et puis Frédéric Tesson qui dit « On est prêt, bonne émission à tous. » En toute humilité. Ben voilà, en toute humilité. C'est sympa. Voilà. Juste avant Burger Quiz, je pense qu'effectivement, c'est la rampe de lancement qui va bien pour Alain Chabat. Absolument. Alors, on va changer de sujet. On va passer sur un sujet qui est beaucoup moins fun, mais qui est l'une des spécialités de Gilles. C'est nous trouver des affaires aux États-Unis qui impliquent Apple. Et celle-là n'est pas triste. Gilles, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé dans un Apple Store et ce dont Apple est accusé? Alors, apparemment, un étudiant s'est fait subtiliser son permis de conduire et ses coordonnées ont été utilisées dans un Apple Store. Je ne sais trop comment, apparemment, sa photo a été accolée aux fameuses coordonnées et il a été les identifiants du jeune homme ont été utilisés par un voleur pour commettre des indélicatesses
dans un Apple Store. Apple a porté plainte et le jeune homme a été donc inquiété par la police à tort, puisqu'on a pu aisément, avec les caméras de surveillance, prouver que ce n'était pas lui qui avait volé des choses dans l'Apple Store, mais il accuse Apple d'avoir utilisé des images de capture, enfin d'avoir je ne sais pas trop comment l'expliquer. Utiliser fais simple. La photo, sa photo a été abusivement accolée par Apple parce qu'il y avait des dispositifs de reconnaissance faciale, et il réclame $1 milliard à Apple pour l'accusation erronée et les ennuis judiciaires qu'il a éprouvés. Alors, Apple se défend catégoriquement d'utiliser des dispositifs de reconnaissance faciale dans ses magasins, et on en est là. 1 milliard de dommages et intérêts. Ça m'étonnerait que ça aille au bout, mais... Ouais. Ça me fait penser à une autre histoire qui s'est déroulée dans un Starbucks, qui n'applique pas à Apple pour le coup. Je disais, ça me fait penser à une autre histoire qui s'est déroulée dans un Starbucks, où une personne s'est brûlée en buvant un café et a réclamé, pareil, une somme, mais dithyrambique à Starbucks. Enfin, c'était épique, quoi. Mais là, le milliard, franchement... Ouais, il a visé haut, là. Hein. Il a visé haut trop fort. notre client d'un Apple Store. Voilà. Enfin, en tout cas, il a 18 ans. Hein? Il a 18 ans, il se dégonfle pas. Ouais, il a 18 ans. Il s'appelle Ousmane Ba. Et effectivement, il dit qu'au moment où c'est arrivé, au moment du vol, en fait, lui était à la fête de sa promo dans sa fac. Donc, il a un alibi apparemment. Donc, ça peut pas être lui, voilà. Donc, il a surtout trouvé un bon avocat. Voilà. Après, oui, c'est ça. Il y a des affiches partout aux États-Unis pour trouver un avocat. C'est pas très compliqué. Bon, on va pas passer Noël. On va pas passer Noël sur cette affaire. Mais c'est vrai que le montant $1 milliard est tellement dément que voilà, ça fait partie des petits soucis judiciaires qu'Apple doit régler et solutionner, on va dire. Voilà. Ce qui est marrant, c'est on tape sur Apple par rapport à la reconnaissance faciale. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a fait le buzz. Ouais. C'est qu'en gros, ça sous-entend que Apple utilise la reconnaissance faciale dans ses magasins. Donc en gros, à chaque fois qu'on rentrerait dans un Apple Store, il nous détecte et il nous mémorise. Et c'est pour ça que ça a fait le buzz. Ouais. Parce que ce serait un peu limite. Bon, c'est ce qui se passe partout en Chine déjà, mais théoriquement pas ailleurs. Enfin... Théoriquement. En tout cas, et surtout pas chez Apple, en fait. C'est ça. En tout cas, sachez que les Apple Store sont très très bien couverts en caméra. Et elles ne se voient pas, mais ils sont très très bien couverts, hein, je peux vous le dire. Ah. C'est vrai qu'elles sont très discrètes, les caméras de surveillance. Hein, oui, Apple Store, hein. Mais ils ne surveillent pas que les clients. Ah bon? Ça, c'est pas très étonnant. Oui. Mais ils surveillent quoi d'autre alors? Ah, mais. Le Ah. C'est pas présenté comme ça, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Bon, après, moi, je dis ça, je dis rien. D'accord. Bon. bon. Voilà. Nous écoutons ce que tu nous dis, mais on a absolument rien pour les. Ah non, moi. Bon, on va parler des malheurs du camp d'en face, si vous voulez bien. Pas longtemps, Guillaume va hurler si on y passe l'émission, mais quand même, on peut difficilement... Il n'est pas là, de toute façon. Il n'est pas là, t'as raison. Les absents ont toujours tort. On va quand même pas faire l'impasse sur les malheurs du Galaxy Fold, ce téléphone pliable qui devait sortir après-demain aux États-Unis, dont la sortie mondiale est repoussée, sans qu'on ait de date, après que les premiers testeurs américains aient constaté des dégâts sur l'écran après quelques heures d'utilisation. Ça rappelle évidemment la mésaventure de Samsung autour du Note 7 et de ses batteries qui prenaient feu. Et je sais que si Guillaume était là, il nous dirait, mais voilà, ils avaient qu'à réfléchir avant de sortir un produit pas prêt.
au moins Apple, ils le feront peut-être que dans 2 ans, mais au moins ils auront un peu réfléchi. Est-ce que vous avez l'impression que Samsung a voulu aller trop vite comme assez souvent? Moi j'ai envie de dire que Apple, ça fait 30 ans qu'ils fabriquent des claviers. Donc Apple, ça fait 30 ans qu'ils fabriquent des claviers. Et ils nous ont quand même sorti un clavier potentiellement pénible sur les MacBook Pro. Donc ouais, je pense que faut comprendre aussi. Enfin, je défends pas Samsung, mais c'est bien de tenter d'innover. Après, je pense que toutes les boîtes font des erreurs. Et ouais, je pense pas qu'Apple va trop se la ramener là-dessus. Ouais. Vu ce qu'ils vivent en ce moment avec les claviers. Oui, je dis pas qu'Apple va enfoncer Samsung, mais quand même, il y a eu le Note 7, ça avait été quand même mondialement, parce qu'ils étaient quand même interdits dans tous les avions. Enfin, je veux dire, on se souvenons-nous de l'époque où dans les avions, il y avait une annonce qui disait que on ne pouvait pas avoir de Samsung Note 7 avec soi dans l'avion. C'était quand même dramatique. Là, ça fait à peine 3 ans et c'est une replantade quand même assez majeure. Quand même, est-ce que ça pose pas le problème du fait que les boîtes comme Samsung, Huawei, etc., se tirent la bourre et cherchent d'abord à être les premiers, ce qui n'a pas forcément beaucoup de sens en fait? Tout à fait. Il y a en plus le fait d'où vient Samsung. Samsung, c'est une boîte qui vient du composant avec un modèle économique qui consiste, c'est le modèle du sashimi, c'est-à-dire du poisson cru. On vend très cher. Non, c'est extrêmement bien documenté. Je n'ai pas entendu celle-là. Il y a un prof d'université en Californie qui a fait une étude comparative des modèles économiques de Samsung et de Sony et comment Samsung avait pris l'ascendant sur Sony. Il avait utilisé cette image et ils viennent concrètement du poisson cru. C'était la raison sociale de départ de Samsung en 1939 quand la société a été fondée. Ils ont gardé le même modèle économique, c'est-à-dire qu'on vend très cher un produit quand il a la primauté qu'il est de toute première qualité et on baisse le prix au fur et à mesure où la nouveauté est moins neuve, si j'ose dire, et où la concurrence commence à s'organiser. Et on recommence avec le produit suivant, sachant qu'ils viennent du composant et ils ont ensuite monté en gamme, essayé de rajouter de la valeur en vendant des produits finis, de plus en plus évolués et de plus en plus haut de gamme. Or là, ils sont pris à leur propre jeu, d'autant qu'ils sont ils sont pris, j'appelle ça le modèle de la serpillière, c'est-à-dire qu'ils sont pris en torsion, ils sont pressurés entre d'une part Apple qui est dans le haut de gamme et qui prend l'essentiel de la valeur, et puis les Chinois avec Huawei en particulier, qui montent de l'entrée de gamme vers la moyenne de gamme et maintenant se mettent à se battre pour les miettes du très haut de gamme qui reste et ils sont vraiment pris là-dedans et il faut absolument qu'ils se démarquent et d'où la propension à sortir des produits qui sont pas au point quoi. Ouais. Bon, on a perdu François apparemment quelques secondes, mais c'est pas grave. Je prends sa place. Voilà, qui va à la chasse perd sa place. Serge, qu'est-ce que tu penses de ce lancement raté? En tout cas, on va pas parler d'échec, mais ça fait mauvais genre quand même. C'est un peu chiant, non? Ah. On l'a perdu aussi. On a perdu Serge aussi. C'est pour ça qu'il avait le regard tellement concentré depuis tout à l'heure. Non, il est là. Il est revenu. Vous m'entendez? Ouais, on parlait du Galaxy Fold et de son lancement repoussé. J'ai bien entendu, moi j'avais pas de coupure. Oui, sur le Fold, moi je dis que c'est bien, c'est le moment où il fallait le sortir, il tente un truc de toute façon, c'est une version, voilà, c'est une V1 et ça va s'améliorer avec le temps. Moi je suis pas du tout client de ce genre de truc pliable,
je préfère avoir ma tablette d'un côté, mon iPhone d'un autre, mon smartphone, peu importe à la limite. Mais je trouve que c'était bien que Samsung le tente. Après, peut-être qu'ils auraient pu fignoler un petit peu le truc pour éviter les petits soucis, notamment de surcouche au niveau de la dalle, qui est franchement, voilà, ça fait un peu genre, on a rajouté un truc dans la dernière minute parce qu'on s'est aperçu que c'était trop fragile. Et voilà, sinon dans l'ensemble, moi je trouve que c'était bien de le sortir, de le tenter. Voilà, ils ont pris de faire une sortie complète. Bon. Voilà. Dans son communiqué, Samsung précise qu'ils vont annoncer une nouvelle date de lancement dans quelques semaines. Mais on sait que ce genre de soucis a quand même un très gros impact en termes d'image. Oui. Souvenez-vous de la campagne de pub de Samsung après le Note 7 pour montrer à quel point ils faisaient attention dans leurs usines, dans leurs labos, à ce que chaque détail soit parfaitement validé, mesuré, etc. On a vraiment l'impression qu'ils ont sorti un truc sans même eux-mêmes l'essayer, quoi. Ils le donnent à 3 testeurs américains et les écrans leur pètent dans les mains. Non ? Oui, ils ont enlevé le film en pensant que c'était un film de protection. Ouais. Et c'était une partie de l'écran au final. Oui. Donc déjà, si le film n'était pas bord à bord, forcément, on se dit, c'est un bout de film, je vais l'enlever. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. On se demande toujours comment ça peut arriver, ce genre de choses. Après, moi, je pense un peu comme Serge qu'il faut un peu des sociétés comme ça qui foncent sur des produits et puis là, ça marche pas. Après, c'était quand même un produit à $2000, donc c'est sûr qu'il valait mieux que les journalistes le testent avant. C'est pas sérieux. Et puis je préfère que ce soit eux qui se lancent plutôt qu'Apple, quoi. Il y a un peu un truc sur l'innovation, comme le Tour de France. Je sais pas si vous vous souvenez de ces après-midi. Enfin, quand j'allais voir ma grand-mère, il y a des après-midi entières devant le Tour de France où il se passait rien, et les journalistes sportifs pestaient après les coureurs qui, soi-disant, se reposaient après les épreuves de montagne et les traitaient à la limite de feignants et venaient se plaigner ensuite parce qu'il y avait du dopage. Il me semble qu'on est un peu dans ce type de problématique et de double bind par rapport à l'innovation. Quand les sociétés peaufinent et font attention et prennent du temps pour sortir des produits avec des composants qui sont bien stabilisés, ils sont en panne d'innovation. J'ai encore été interviewé sur ce thème-là lundi. Et puis, quand il y a des catastrophes, après, ils en font des gorges chaudes et ça prend des proportions pas possibles. J'ai envie d'en sourire en disant que, en fait, c'était pour lutter contre la fracture numérique. Au bout d'un moment, tu as tu as un smartphone haut de gamme et tu finis par avoir 2 presse-papier et tu peux en donner à quelqu'un qui n'en a pas, quoi. Gilles, dans le cas de Samsung, quand même, c'est le genre entre guillemets d'échec que les Coréens, ils vont pas tirer un trait dessus comme ça en disant bon, c'est pas très grave, on a essayé, on a voulu jouer. Ça a des conséquences en interne, c'est dramatique ce genre d'échec. Oui, entre guillemets, hein. D'autant que c'est une société, c'est l'équivalent de ce qu'on disait pour General Motors aux États-Unis. Ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour l'Amérique. Là, c'est vraiment une société qui est au centre même de la montée en puissance de ce qu'on appelait avant un petit dragon, qui est devenu un dragon à part entière maintenant, au même titre que le Japon. Effectivement, il y aura des conséquences pour les dirigeants et le fils du fondateur qui avait déjà des ennuis avec les affaires de corruption reprochées à la présidente précédente. On fait une émission dans l'émission. Chez moi. Donc il y avait eu le fils du fondateur avait été emprisonné pour complicité
et il risque d'y avoir des conséquences au niveau du directoire. Il faut rappeler que c'est une affaire familiale. Le capital est toujours aux mains de la même famille. Donc, effectivement, tu as raison, Benjamin. Audrey, est-ce que tu penses que c'est grave pour Samsung ou qu'ils vont finalement, ils vont s'en remettre? Je pense que concernant la technologie, globalement, on oublie vite les déboires. Au bout d'un an ou deux, on oublie ou on y repense en se disant ah oui, c'est vrai, ils avaient tenté ça, bon, ça avait pas marché ou c'était pas viable. On oublie assez vite en fait ce genre de choses. En plus, c'est pas comme s'ils en avaient vendu des millions et qu'au bout d'un mois tous les écrans étaient cassés, quoi. C'était, je veux dire, vaut mieux que ça arrive maintenant qu'une fois qu'il aurait été commercialisé. Donc non, moi je pense que de toute façon ils ont évité le pire, on va dire. Franchement, ils ont évité le pire. S'ils en avaient vendu au prix où c'était, en plus, clairement, là, ça aurait été plus dur à pardonner. François, on t'a retrouvé alors qu'on t'avait perdu. Tu étais toujours là? Ouais, je suis là. Oh, coucou. Tu me vois, tu m'entends? Je t'entends. Ah, très bien. Bon, on parlait de Samsung et de ses malheurs. J'ai cru que Free s'était vengé, m'avait coupé ma fibre, mais non, il n'y a pas de souci. Non, moi je voulais juste apporter une petite nuance. Étonnamment, pour une fois, je vais prendre un peu la défense de Samsung. J'ai lu aussi des commentaires de la part de journalistes français qui disaient que Samsung avait bien expliqué à certains journalistes qu'il fallait pas enlever le fameux film protecteur et que les journalistes américains, c'était pas le cas. Alors je sais pas si vous l'avez évoqué ou pas. Si c'est le cas, je suis désolé de répéter. Donc à la décharge de Samsung, je pense qu'il y a eu sans doute plus un problème de communication qu'autre chose. Et le téléphone en lui-même, il y a quelques bugs, mais ça paraît plus ou moins logique. Je pense que les gens qui vont acheter ce téléphone doivent bien garder à l'esprit que ça reste une V1 d'une nouvelle technologie, et pas d'une technologie nouvelle, mais d'une vraie nouvelle technologie. Donc après, évidemment, on n'achète pas un proto à 2000 €, mais sur le principe, à partir du moment où on achète un Galaxy Fold, on doit aussi se douter que ça peut aussi poser des petits problèmes. Je crois que Serge veut réagir. Ouais. Juste sur le Fold, mais sauf si je me trompe, que je sache, ils en ont vendu 0 pour l'instant. Ils ne l'ont pas mis sur le marché. C'est juste les testeurs aux US et puis en France. Les journalistes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de sujet sur l'histoire du Fold. Ils vont le remettre ils vont le remettre en place et puis ils seront refaits, tout simplement. On va passer au sujet suivant, si vous le voulez bien, les amis. On va parler de la WWDC, donc la conférence mondiale des développeurs Apple. Serge, est-ce que c'est un événement que tu suis, toi, en tant qu'aficionado de la marque à la pomme? Oui, tous les ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse concrètement dans la WWDC et qu'est-ce que tu attends de celle qui arrive au mois de juin? Moi, j'attends surtout des améliorations au niveau soft, parce qu'au niveau hardware, on est de toute façon tributaire de ce qu'ils voudront bien nous présenter. Mais au niveau soft, j'attends beaucoup de choses au niveau de l'iPad, notamment un système de multisession, mais ça c'est une chose que beaucoup aimeraient voir venir, mais c'est pas dans leur ADN, je crois, pour des raisons que tout le monde comprendra. Ensuite, j'en attends une amélioration et un peaufinage de tout ce qui est interface, notamment le multifenêtrage sur iPad, l'association des claviers, des souris externes, etc., de façon à en faire vraiment un outil avec lequel on peut travailler. On peut travailler à la place d'un MacBook, par exemple. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Moi, il y a des choses que je fais sur l'iPad et que je peux faire sur l'iPad et d'autres pour lesquelles j'ai vraiment besoin d'avoir un MacBook, quoi. Alors justement, puisque tu parles par exemple de l'idée d'utiliser une souris avec un iPad, ça fait partie des pistes qui sont évoquées pour la WWDC. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo dans laquelle on voit effectivement une souris et un iPad associés. Je vais essayer de vous la montrer si j'y arrive. La voilà. Alors on est sur le site de nos amis de Consomac
Et donc c'est un iPad qui utilise, alors attendez, voilà, qui utilise un framework qui s'appelle PointerKit. Ah bon, ça, la vidéo s'est arrêtée là. Mais enfin, on voit qu'on a effectivement côte à côte une souris Bluetooth et un iPad et qu'on peut comme ça piloter le curseur de l'iPad avec la souris. Est-ce que ça a un sens pour vous, Audrey, Gilles ou François ? Moi, je trouve pas spécialement parce que moi, je le vois par rapport à mes clients. La souris, c'est quand même, ça paraît dingue, mais pour beaucoup de gens, c'est compliqué à utiliser. Ouais. Le clic, le double clic, enfin, il y a des gens, c'est vraiment très compliqué. Alors que l'iPad, pour eux, c'est beaucoup plus simple puisqu'en gros, en fait, on fait du simple clic tout le temps, enfin du simple toucher avec le doigt. Donc, j'ai peur que si la souris devient compatible, ça enlève de la simplicité de l'iPad. Pour un certain type de gens. Ouais, Gilles Après, François. Vas-y, François. François et Gilles après. Après, ce qui est ressorti, c'est que c'était surtout à des fins d'accès, je ne sais plus comment ils appellent ça pour les personnes handicapées. Accessibilité, merci. Visiblement, ce serait pour ça et pas dans l'optique d'utiliser vraiment tout le temps une souris avec un iPad. Ouais. Alors après, évidemment, on peut détourner cet aspect-là, accessibilité, pour l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que je rejoins l'analyse d'Audrey. L'iPad, moi, je ne l'achète pas pour l'utiliser avec une souris, éventuellement avec un stylet, avec le pencil. Mais sinon, c'est le doigt, quoi. Enfin, ouais. Ça paraît... Gilles, est-ce que ça peut avoir un sens, à ton avis, un iPad pour une souris ? Pour des fonctions d'accessibilité, mais à ce moment-là, il faut aller pousser la logique jusqu'au bout et voir l'utilisation d'un trackpad ou d'un trackball USB, pas USB, Bluetooth ou au moins sans fil. Sachant que la souris, on est sans arrêt en train de la soulever et de la reposer parce qu'on ne peut pas la faire aller au bout de sa course pour balayer tout l'écran. Donc, c'est c'est un premier pas, un démonstrateur, dirons-nous. Si on doit les adapter à des fonctions d'accessibilité, il faudra passer à autre chose, à mon sens. D'accord. Merci beaucoup, les amis. Juste, je n'ai pas vu l'heure tourner. J'avais promis qu'on switchait à 20h30. Serge, je l'ai vu nous faire coucou parce que je pense que son train arrivait. Donc, je n'ai pas pu lui dire au revoir, mais tu le verras sur le replay, Serge. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première demi-heure d'iWeek. C'était vraiment top. Dans un instant, on va retrouver notre deuxième invité en duplex, à savoir Frédéric Cavaillé, qui est en train de se connecter depuis Nîmes dans le Gard. On va continuer à avancer si vous le voulez bien. Juste à propos de cette WDC, pour l'instant, on n'est vraiment que sur des rumeurs qui concernent le soft. Il n'y a pas de... Il y a pas d'infos sur du hardware pour l'instant. Il n'y aura pas de hard. Éventuellement, une présentation du Mac Pro, on l'a évoqué, je ne sais plus, il y a 3 semaines ou un mois, pour dire, regardez, voilà, pour les pros, on a un super nouveau Mac Pro modulaire. Ouh, super, il sortira fin 2019, début 2032. Et pardon, je suis médisant. Non, mais sérieusement, c'est ça. Attends, moi, je pense qu'il y aura du matos au mois de juin. Surtout avec le problème des claviers, ils peuvent pas passer. Tous les ans, on se dit ça et tous les ans, on est déçus. Donc, je préfère faire. En juin, il y a rarement du matériel, ouais. Ou alors des trucs très spécifiques comme. Ah, mais là, c'est le moment. Pour le Mac Pro, c'est le moment ou jamais. Pour le Mac Pro, ouais, mais une présentation, pas une sortie, je pense. Sortie octobre. Ah, mais attends, si déjà on le voit dans un mois et demi, moi je suis content. Gilles, toi qui maîtrises les agendas complètement, qu'est-ce que tu en penses ? Ou alors un accessoire pour la réalité virtuelle à destination des développeurs. Mais sinon, la WWDC, c'est la World Wide Developer Conference. C'est-à-dire que c'est un événement qui est uniquement destiné aux développeurs qui paient cher leur ticket pour avoir accès au bon milieu d'ingénieurs d'Apple qui sont mobilisés pendant une semaine à leur service pour répondre à des problématiques concrètes qu'ils se posent et qui leur donnent accès en plus aux premières bêtas
des différents systèmes d'exploitation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, absolument, absolument. On va passer au prochain sujet, si vous le voulez bien, pendant qu'on essaye de joindre Frédéric, qui va nous rejoindre depuis le quart dans quelques instants. Ça concerne l'accord qui a été trouvé entre Qualcomm et Apple à propos de l'iPhone, et notamment des modems 5G. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, Gilles. La semaine dernière, j'étais pas là. Tu n'étais pas là, hein, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion, effectivement. Tu touches le problème du doigt. Ils ont conclu un accord avec Qualcomm au dernier moment sur l'injonction du juge qui était chargé du litige. Il leur a demandé une première fois de trouver un accord à l'amiable, et à la dernière minute, ils ont conclu un accord avec je ne sais plus combien de millions de dollars pour Qualcomm, versés par Apple, avec quelque chose comme 5 ou 8 dollars par iPhone, je ne sais plus exactement le montant, et surtout, Ming-Chi Kuo, toujours lui, annonce que c'est Qualcomm qui fournira le modem 5G des futurs iPhones en 2001, avec pour conséquence que Intel aurait abandonné le développement de sa propre puce 5G. Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Gilles, je t'interromps une seconde parce que je voudrais qu'on accueille notre deuxième invité dans iWeek. Comme promis, il est là. C'est Frédéric Cavaillé. Salut Fred. Bonsoir. Salut Nîmes. Salut Fred. Bonsoir, content de vous voir. Salut la bordure de la Camargue qui est si chère à mon cœur. Magnifique région, tradition romaine, c'est magnifique. Alors Frédéric, je suis très heureux de t'accueillir. Je t'accueille au nom de toute l'équipe parce que même ceux qui ne sont pas là, je sais, seront très heureux de te voir parmi nous. Tu es vraiment parmi les plus fidèles d'iWeek depuis le début. On le disait ces dernières semaines, tu es devenu un peu notre chroniqueur virtuel. Tu participes au rassemblement de toutes les idées de sujets qu'on aborde dans l'émission. Je voulais te remercier pour ça et pour ta fidélité. Et puis on est vraiment très heureux que tu sois avec nous ce soir. C'est une première. Ah oui, c'était un rêve pour moi depuis quelque temps, j'avoue. Car j'avais fait les chroniques avec Élie qui m'a beaucoup appris, et j'ai dit un jour ce serait mon rêve de participer à l'émission. Bon alors, dis-nous un peu qui es-tu, Fred? Alors moi je suis en invalidité, et donc ma passion c'est beaucoup Apple. Je passe 5 heures par jour à faire des recherches. Donc et je parle autour de moi de gens, d'Apple, des forums et tout ça. Bon, c'est ta passion, quoi. Ah oui, c'est depuis l'âge de 15 ans. Bon, bah écoute, bienvenue dans iWeek, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. On va continuer à dérouler l'actu de la semaine avec toi. Peut-être un petit coup d'œil sur ces moules supposés de coque pour la prochaine génération d'iPhone. On en parlait la semaine dernière. Apparemment, il y a de plus en plus de rumeurs concordantes sur le fait qu'il y aurait bien 3 capteurs au dos des prochains iPhones, alors 11, je ne sais pas comment on va les appeler. iPhone 11. Ouais, iPhone 11, hein, oui. Est-ce que ce que tu vois là sur ces photos te donne envie, comme ça? Ah oui, ça me donne envie, mais j'ai quand même une interrogation dessus par rapport à ce que les 3 caméras derrière feront une bosse derrière. Ah, tu as peur de l'aspérité? Oui, j'ai peur que ce soit bombé une bosse. Eh oui, ouais. J'ai peur qu'il manque de l'affination. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ça accroche dans la poche, c'est ça. Voilà, j'ai peur un peu de ça. Bon. Écoute, de toute façon. C'est pas grave, parce que de toute façon, on met une coque. Hein, oui. Tout à fait. Oui, c'est ça, qui va augmenter encore un peu plus l'épaisseur. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on parlait de gros sous avec Gilles à l'instant dans l'affaire entre Apple et Qualcomm. Oui. Bon, ça n'a rien d'étonnant, mais
c'est des chiffres qui montrent quand même l'énormité de la quantité de données qu'Apple véhicule quotidiennement. On estime que Apple fait tous les mois un chèque de 30 millions de dollars à Amazon pour l'utilisation de ses services dans le cloud. 30 millions de dollars par mois, ça fait exactement 1 million de dollars par jour. Voilà, c'est un petit peu d'argent de poche pour Amazon, mais voilà, Apple devient un client non négligeable. Et évidemment, tous ces services qu'on utilise et qu'on paye pour une partie, quand vous prenez une extension de l'espace de stockage dans iCloud, il y a une partie de cet argent qui revient à des prestataires comme Amazon, qui doit être sans doute le plus gros prestataire pour Apple aujourd'hui. Apple qui est elle-même, qui a ses propres fermes de serveurs, etc. On en a souvent parlé dans Apple, il y en a plein, notamment aux États-Unis, mais ils font aussi appel à des prestataires externes, notamment à Amazon, avec ce chèque de 30 millions de dollars par mois qui irait dans les poches pas de Jeff Bezos, mais pas loin. Bon, parmi les histoires, quand même... Oui, Gilles. Ça a longtemps été la seule division, la seule partie du modèle économique d'Amazon qui a été bénéficiaire. Les magasins maintenant sont à l'équilibre ou légèrement bénéficiaires d'après les dernières données. La vente en ligne, ouais. Ils vont ouvrir des magasins en briques et mortier apparemment. Mais l'AWS, l'Amazon Web Service a longtemps ce qui a fait vivre l'action et l'a tenue hors de l'eau. Sachant que Amazon a longtemps perdu beaucoup d'argent. Ouais. Alors à propos des affaires judiciaires d'Apple, il y en a une qui n'est pas triste, qui se passe en Australie. Je ne sais pas si vous étiez au courant que Swatch et Apple se disputaient la marque déposée One More Thing. Procès donc en Australie. Je crois d'ailleurs que c'est le procès en appel. C'est la deuxième fois en un mois. Ou c'est un deuxième procès ou c'est un procès en appel, je ne suis pas sûr. En tout cas, Apple a perdu devant la justice australienne le droit de revendiquer l'appellation One More Thing que Swatch revendique aussi. Swatch en plus, qui, vous le voyez, si vous ne le saviez pas, sur certains modèles de ses montres, utilise le slogan Think Different, qui forcément rappelle le Think Different d'Apple. Oui. Ah oui. Un petit peu. Tout à fait. C'est pas volontaire du tout. Non. Tu penses que c'est volontaire, toi, François? Oui, à mon avis. Ouais. Faut. Sans doute. Sinon, sinon, le mec qui est arrivé en disant j'ai une super idée, il est c'est pas faux. Isolé chez lui tout seul dans sa ferme. C'est pas faux. Oui, surtout que utiliser Think Different pour copier quelqu'un d'autre, il faut vraiment avoir du vice, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, voilà, c'est un peu la justice par le petit bout de la lorgnette. Ça va pas changer le monde. Et ça se passe en plus très loin de chez nous. Mais voilà, ça fait partie des petites histoires qu'on aime vous raconter dans A-Week. Alors, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus embêtant, et je pense notamment à Guillaume, notre ami Guillaume Jette, qui apparemment, 15 jours après avoir fait réparer son clavier de MacBook Pro, a de nouveau des problèmes. La réparation des MacBook et des MacBook Pro qui ont un problème de clavier devient une priorité dans les Apple Store, puisque Apple fait désormais l'impossible pour restituer les machines dans les 24 heures. Il y a vraiment le feu autour de cette affaire. Ça prend des proportions, j'ai l'impression, très très embêtantes. Frédéric? Je plains Eli parce que comme la dernière fois il avait dit que ses techniciens en bavaient beaucoup par rapport au petit câble quand il réparait, quand il le cassait, il fallait tout changer. Donc je plains la pression des techniciens. Ouais. On ne sait pas quelle proportion de portables est concernée, mais moi j'ai eu le problème. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. Je ne sais pas si l'un de vous a eu un problème de clavier sur un portable. Si, moi j'ai eu le problème. J'ai le problème actuellement.
Mais ça a été quasiment dès le début. En fait, j'ai eu la touche majuscule qui s'est bloquée. Donc, j'avais trouvé sur le site d'Apple, il y a un pas à pas en fait pour nettoyer avec une bombe à air, donc en inclinant l'ordinateur. Enfin, c'est pas du tout pratique. Donc, ça fonctionne. En fait, je le fais régulièrement et on voit bien qu'il y a quand même des petites poussières qui s'accumulent. Mais par contre, le problème, c'est que là, il change les claviers par les mêmes en fait. Bah, c'est ça le problème. C'est que, oui. Tant qu'il n'y a pas un nouveau MacBook Pro qui va sortir avec un nouveau clavier, en fait, il change pour soulager les gens, en fait, mais bon, financièrement, ça doit être un gouffre. Quoi. Je sais pas. C'est pour ça c'est vraiment bizarre. C'est pour ça que je voyais bien arriver quand même une annonce au moment de la WWDC. Ça peut pas durer un an comme ça encore. C'est pas possible. Frédéric? Non, parce que j'ai vu sur un site américain. Pour la WWDC, ils prévoient des nouveaux MacBook Pro avec un nouveau clavier, avec des touches plus épaisses et un nouveau système. Un nouveau système de touches? Oui, un nouveau système de touches de clavier qui, normalement, ils annonceraient pour la WWDC au mois de juin. Ouais. Bon, on va rappeler qu'on est actuellement sur un système qui s'appelle le clavier Papillon. Papillon, ouais. Et on est à la 3e, 4e version, je crois, du clavier Papillon. Troisième, ouais. Ah, on a ajouté une membrane. Apple a ajouté une membrane en plastique. En quoi? En silicone. Je sais plus le terme. La fameuse matière qu'on oublie systématiquement. Voilà, ça a réglé quand même. Ça a réglé un problème, c'est que le clavier est moins bruyant. Mais ça n'empêche pas le clavier d'avoir de gros problèmes, de touches qui se coincent, de touches qui se décollent. Enfin, c'est. Alors, Novice, moi. Ouais, François. Vas-y, Non, je disais, moi j'ai un nouveau MacBook Pro là depuis 15 jours et avec le fameux clavier papillon, et c'est vrai que je le trouve confortable à la frappe, mais par contre, il est malgré tout plus brillant que les anciens. Ah, il est hyper bruyant. Ouais. Et encore. Et tu as la version silicone. J'étais en Moi, j'ai la vieille version. Ouais. Et c'est très discret quand on tape quand même. Ouais. Et à propos des remplacements de clavier, ça me rappelle vraiment le problème que j'avais eu moi avec mon MacBook Pro 17 pouces de 2011, ceux qui avaient été affectés par un bug de la puce graphique NVIDIA. Apple les changeait, Apple changeait toute la carte mère, mais ils remettaient la même. Et donc j'ai re-eu le problème 6 mois plus tard. Donc effectivement, c'est exactement ce que tu dis, Audrey. C'est Apple soulage, mais Apple ne résout pas le problème. C'est un pansement qu'on change tous les 6 mois. Oui. Quoi. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'ils ont sorti les MacBook Air avec les mêmes claviers. Oui. Donc c'est là où on se dit, mais où est la logique? C'est très bizarre, quoi. Il y a un problème de design et donc ils n'ont pas de solution alternative. Je rebondis sur le problème que tu as signalé sur la touche majuscule. Je n'utilise pas. J'ai un MacBook Pro de la génération de 2017. Je n'utilise pas le clavier. J'utilise un clavier externe filaire et depuis quelque temps, j'ai la touche Shift qui a tendance à se déclencher toute seule de façon aléatoire. Et alors que même que le clavier du MacBook Pro n'est pas en cause, puisque je ne l'utilise pas. Est-ce que c'est pas plutôt un problème de soft? Non, parce que moi, le souci est moindre parce que j'utilise un clavier externe sans fil depuis des années. Donc, j'ai toujours préféré la frappe sur ce clavier-là, surtout quand on écrit beaucoup. Mais la touche, moi, en fait, sur le MacBook Pro, en fait, elle reste coincée. Et c'est ça. C'est-à-dire que des fois, je tape des chiffres, ça tape pas, et après, elle est coincée. Je vois bien qu'elle est un tout petit peu enfoncée, elle est bloquée, quoi. Ouais. Donc, c'est peut-être ça, en fait. Frédéric, puisque oui. on fait aussi ta connaissance publiquement ce soir, quels sont les produits que tu utilises? Quel est ton environnement de travail ou de loisirs? Quels sont tes produits préférés dans l'écosystème Apple? Alors, de l'écosystème Apple, ce que j'aime bien, c'est les MacBook Pro, c'est le iMac, le HomePod, et là, bientôt, les AirPods que j'attends. D'accord. Et l'Apple TV aussi. D'accord. Tu vas commander des AirPods?
Oui. Donc, Comme je n'ai pas, et j'ai attendu je sais pas si c'est une rumeur, fin d'année prochaine, un AirPod 4 de luxe qui ferait concurrence, vous savez, au gros casque style Bose, tout ça. Avec la réduction du bruit, ce Ouais, qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission. Oui, mais là, on parlerait d'un vrai casque ou d'écouteurs? Là, il parlerait d'un vrai casque. D'un vrai casque Apple. Oui, ça fait un moment qu'Apple voudrait se mettre dans le segment comme Bose, tout ça. Ouais. Ça te semble crédible, toi, François, un vrai casque audio Apple? Why not? Pourquoi pas? Maintenant, c'est vrai que je pense que cette partie-là est couverte par Beats. Ouais. Mais après tout, je suis pas convaincu dans le sens où il faut peut-être qu'ils segmentent quand même, parce que les nouveaux écouteurs Beats Pro sont quand même différents des AirPods. Ouais. Je pense que ce sera plus complémentaire que concurrentiel par rapport au casque Bose. Au casque Après, Beats, ils se sont aussi rendus compte que les AirPods, ils en vendent beaucoup à des gens qui n'ont pas d'autres produits Apple, puisque les AirPods fonctionnent avec tous les smartphones en Bluetooth. Donc, je pense qu'il y a aussi un phénomène de société et de mode, parce que justement, Apple permet d'avoir un accessoire Apple sans avoir forcément un iPhone dans la poche. Ouais. Donc ça fait partie du succès aussi, je pense. Bon, en tout cas, il y a un concurrent des AirPods qui arrive au mois de mai, c'est donc les Power Beats Pro de Beats. Bon, c'est un peu la même maison, hein, désormais. En fait, ces casques-là sont équipés de la même puce que les nouveaux AirPods. Ouais, bah oui. Ils sont à destination des sportifs. Voilà, exactement. Oui, c'est pour ça que je vais en acheter. Ah, c'est vrai, tu vas les acheter, les Beats? Ah, je vais attendre une promo Amazon, je pense, parce qu'à 250 €, je trouve que ça fait cher quand même. Ah ouais. Frédéric, toi, entre les AirPods et les Power Beats Pro, tu n'hésites pas? AirPods. Pourquoi? Comme je suis pas sportif, donc. Oui, t'as raison, c'est une bonne raison. Puis ils sont plus chers aussi. Ils sont plus chers. Bon, il nous reste une minute pour parler juste d'un brevet qui date de 2016, mais qui vient d'être attribué à Apple. Tiens, je crois que je vous ai perdu, mais c'est pas grave, on va retrouver ça, on va vous retrouver très vite. Ce brevet, c'est celui de ce pencil, ce stylo, qui serait en fait équipé d'un pinceau. Un feutre même, un pinceau. Un pinceau dont les poils, enfin dont l'intelligence détecterait l'inclinaison de chacun des poils pour adapter la forme du tracé. Tout à fait. Un pinceau avec retour haptique en plus. Bon, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça vous fait envie? Ça paraît difficilement faisable dans la mesure où il faut une capacité de calcul embarquée dans le pinceau qui me paraît assez démentielle. Je ne sais pas combien il y a de poils dans un pinceau. Si chacun doit avoir un retour et la puce doit faire la synthèse du comportement de chacun des éléments de la structure, pourquoi pas, hein, mais déjà le Pencil 2 avec l'écran des nouveaux nouveaux iPad Pro fait un boulot extraordinaire. Bon, effectivement, ça dépend du nombre de poils dans le pinceau. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus, les amis. On va se poser cette question-là jusqu'à la semaine prochaine. Combien de poils dans un pinceau? On essaiera de vous apporter la réponse en début d'émission la semaine prochaine. Je vous le promets. Je voudrais vous saluer tous les quatre. J'ajoute Serge aussi qui nous a quittés, mais qui était là depuis son TGV dans la première demi-heure. Je salue évidemment Frédéric Cavaillé. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous dans iWeek ce soir. À très bientôt, Fred, et merci de ta fidélité, de ton amitié. Je salue aussi les copines, les copains, Audrey, Gilles, François. On pense évidemment à ceux qui n'étaient pas là ce soir, Élie, Guillaume, à l'autre Frédéric Blaison, Jean-Christophe. Et ne nous spoilez pas, Voilà, et ne nous spoilez pas, les amis, car Avengers, on ira nous aussi. Passez une très très bonne soirée sur Watch, où les programmes continuent. Bonne soirée. Salut à tous, et à la semaine prochaine, 20h. Ciao.